Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Andréane Jutras est avec nous encore une fois aujourd'hui pour nous parler de sa passion pour le monde de l'archéologie, mais plus principalement des types d'archéologie qui existent dans notre société d'aujourd'hui. Dans une chronique précédente, on a parlé avec Andréane d'archéologie. Et à un moment donné, dans cette première chronique-là, on a parlé grosso modo de qu'est-ce qu'était l'archéologie. Mais on avait omis de spécifier qu'une bonne trousse d'un archéologue, ça comprend une pelle, une truelle, un seau. On avait un appareil photo qui était super intéressant et super important. On avait des outils d'arpentage, ça c'est sûr et certain, plein de crayons, beaucoup de papier et quelque chose qui ressemble à une moustiquaire pour mettre le sable à travers. T'appelais ça comment? Un tamis. Un tamis. Maintenant, cette semaine, Andréane va nous parler des types d'archéologie et surtout les différentes méthodes qui existent de datation. Oui. Sur comment dater un site ou les articles qu'on découvre. Les deux. Les deux. Donc, allons-y. Allons-y. Je vais parler des différents types d'archéologie pour vous montrer à quel point l'archéologie est multidisciplinaire et que toutes les informations sont importantes, vraiment de A à Z, tout ce qui peut être trouvé. Comme tu avais dit dans la dernière chronique, la datation, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans l'archéologie. Oui, parce que tu n'as pas le choix. Il faut que tu saches ton site date de quand. Que ce soit à partir des types d'artefacts que tu trouves ou que ce soit par des méthodes physico-chimiques plus spécifiques. Je vais commencer par ça. Disons, la première façon de dater, c'est très, très simple, c'est par la stratigraphie. Mais excuse-moi, oui. Je suis tannant, je te coupe en partant. Vas-y. OK, quand on parle de datation, on parle du site et on parle aussi des objets qu'on a découverts. Quand on parle de datation, est-ce qu'on parle de la date où on l'a trouvé ou de la date d'où il provient? D'où il provient. OK, donc si c'est un article du 16e siècle, il faut déterminer c'est quoi sa date exacte dans le 1700 quelque chose ou... C'est rare qu'on arrive à une année près, là. OK. Mais au moins une époque. Okay. Oui, exactement, un siècle ou une époque. Je dirais la méthode de base, vraiment, c'est la stratigraphie. Qu'est-ce que la stratigraphie? C'est ce que j'allais te dire. C'est très simple. L'hiver, quand vous regardez vos bancs de neige, quand ils sont coupés, là, à un moment donné, quand il y a eu une grosse tempête, là, la ville vient couper les bancs de neige, tu vois les différents dépôts de neige. Donc, celui le plus profond étant le plus vieux et celui sur le dessus étant le plus récent. C'est la même chose. OK. Sauf que c'est au niveau de la Terre. C'est au niveau de la Terre. On voit vraiment des différences de texture, des différences de type de sol au fur et à mesure que tu creuses. Donc, ce que tu vas trouver le plus bas va être
le plus ancien. vieux. C'est vraiment des méthodes, ça c'est la méthode relative là, pour trouver. Je te pose une question comme ça, vite. La neige, le banc de neige, je le comprends parce que je sais que la neige, elle vient de où? La Terre? Ça, c'est vraiment un phénomène naturel, en fait. C'est quoi? C'est la poussière? C'est... Les gens, admettons, les gens vont habiter sur un sol pendant plusieurs années. Ils vont compacter le sol, ils vont, laisser des artefacts, laisser des traces. Quand ils s'en vont, les arbres continuent à tomber, continuent à se décomposer, à former du sol. Il peut y avoir des éboulis, il peut y avoir la pluie. Tout ça va ramener par-dessus du matériel. Donc, en quelque sorte, comme la nature devient du compost, le compost devient comme une sorte de terre qui fait un sol. Puis là, avec l'humus, là, ce que je dis, ce qui est sur le dessus, ce qu'on appelle, nous, l'humus, va se transformer en sol. Il va y avoir d'autres humus par-dessus, etc. C'est vraiment un phénomène naturel. OK. Ça, c'est tu vas comprendre la datation sur ton site. C'est sûr que quand tu trouves un artefact typique d'une année, ben là, tu peux dater ta couche et là, tu vas dater relativement les autres. C'est-à-dire, l'autre d'en dessous est plus vieille, l'autre du dessus est plus récente. Ça, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire en étant sur le site. Mais il existe d'autres types de datation qui vont toucher, vraiment les artefacts ou le sol. C'est-à-dire, tout le monde a déjà vu un arbre coupé. Coupé là, comme un rondin. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on voit les cercles? Quand on est petit, on s'amuse à les compter, c'est bien drôle, mais ça nous permet de dater. On appelle ça la dendrochronologie. Ça permet de voir l'âge de l'arbre. L'âge de l'arbre. Parce que lui, il ne va pas juste en hauteur, il extensionne Exactement. également. À chaque saison, il crée... pas tout à fait, 2 fois par année, il va créer un cercle. Okay. L'été, le cercle va être plus large parce qu'il y a plus de sève qui passe. Et l'hiver, le cercle va être beaucoup plus mince. Mais ce qui est intéressant, moi, j'aime beaucoup ça, voir d'où viennent les mots. Dendrochronologie. Donc, vient du grec dendron, qui veut dire arbre, en fait, et chronos, qui veut dire temps. On est habitué. Et logie. Logie, ça veut dire discours. Donc, c'est le discours de l'arbre dans le temps. Je trouve ça super intéressant. Ben oui. Donc, ça nous permet de dater des pièces de bois à l'année près. Ça, on peut vraiment y aller à l'année près en analysant la morphologie, les cercles, finalement, de l'arbre, les anneaux de croissance, c'est le bon terme. Ça, c'est sûr que dans ce qui est préhistorique, c'est plus rare. Plus que c'est vieux, c'est rare qu'on va retrouver des restes de bois dans lesquels on peut dater à partir des restes qui s'y trouvent. Mais dans les périodes un petit peu plus récentes, par exemple, au Québec, pendant la période de contact, les forts étaient faits en bois. Okay. Souvent, les palissades. Et ça peut arriver qu'on retrouve des restes de bois qui se sont conservés assez pour qu'on puisse compter ça. Sauf qu'on a bien beau compter, là, dire, il y a 25 ans, cet arbre-là. Mais ça ne nous situe pas du tout dans le temps. Donc, ça prend des systèmes de référence de base où est-ce qu'il y a eu des études sur certains types d'arbres, où est-ce que là, on peut comparer ce que nous, on a trouvé versus la banque de données d'origine. Et là, ça nous permet de le dater dans le temps. Et au Québec, il y en a des banques de données sur certains types d'arbres pour permettre justement de faire une datation comme ça. Un arbre, quand il est coupé, il arrête-tu d'extensionner puis de prendre de l'âge? OK. Oui. Donc, il ne peut pas avoir une modification. En fait, tu soulèves la principale problématique avec ça. Ce que ça va nous donner, ça ne nous donnera pas l'année de la construction. Ça va nous donner l'année où l'arbre a été coupé. C'est-à-dire que si l'arbre est coupé puis entreposé pendant, c'est rare, là, mais 20 ans, mettons, là, ça a été utilisé dans la construction, mais là, on va se tromper de 20 ans dans notre datation. On s'entend que c'est quand même minime comme différence au niveau de l'histoire, mais des fois, ça peut faire une différence quand notre histoire est jeune, justement. Mais c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, en plus, oui, c'est utile en archéologie, mais c'est utile en climatologie, c'est utile dans d'autres disciplines parce que ça nous permet de voir quand il y a eu des grands changements climatiques. Exemple, un été où est-ce qu'il y a plu, il a fait froid, là, tu vas retrouver un anneau de croissance beaucoup plus petit. Donc, en plus, ça nous sert à
à plein d'autres disciplines. Ça veut-tu dire que l'arbre a moins extensionné parce qu'il faisait froid? Oui. OK. Ça prend, exemple, un été chaud avec une bonne quantité de pluie, oui, mais il ne faut pas exagérer. Comme on a présentement. Oui, c'est ça, exact. Et puis ça nous donne beaucoup de renseignements sur les conditions climatiques, ce qui peut nous aider à nous aussi. Parce que oui, tu dates ton arbre, tu l'insères dans ta ligne du temps et tu sais que, bon, il a été coupé de telle année. Généralement, quand c'est coupé, c'est utilisé, on va dire, 2 ou 3 ans après. Donc, là, tu sais que 5 ans avant, il y a eu un hiver très, très dur. Donc, ça peut te permettre aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'il existe un site. Avant, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas besoin de faire des constructions, c'était clément. Puis là, ils se sont mis à avoir des hivers ou des étés moins cléments, donc ils ont eu besoin de plus se protéger. Ça te donne aussi un paquet d'informations sur ce qu'il y a tout le tour. Ça, c'est au niveau de la dendrochronologie. Ensuite, au niveau de la thermoluminescence, quel beau terme. Wow! C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus physico-chimique là, à ce moment-là. C'est vraiment... c'est lié à la capacité, je vais lire mes termes là, pour vraiment donner la bonne information. Là. C'est la capacité de certains cristaux d'accumuler l'énergie cédée par les rayonnements ionisants de la radioactivité. C'est-à-dire, autour de nous, il y a toujours de la radioactivité. C'est pas méchant, c'est pas dangereux. Dis-moi si je me trompe, c'est pas la réflexion des ondes solaires sur le sol ou des choses comme ça? Oui, ça peut être ça. Et puis chaque zone a une radioactivité différente. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche d'un site de plutonium va avoir une radioactivité supérieure. Même si c'est pas néfaste pour nous, ça existe. Et il y a certains cristaux qui ont la capacité d'accumuler ce rayonnement-là. Et le principe de base, c'est que quand les cristaux accumulent l'irradiation naturelle, finalement, quand on le chauffe, ce cristal-là, ça nous donne une énergie en lumière, de la thermoluminescence. Et cette quantité de lumière-là que ça nous donne nous permet de le dater. Parce qu'on sait comment de radioactivité que le cristal peut accumuler selon les ondes. Bon, c'est sûr, ça a pris des recherches de base avant ça. Mais juste pour que je comprenne, c'est-à-dire que, mettons, on le met dans le four micro-ondes puis il allume. C'est pas comme ça, mais c'est juste l'idée, la visibilité. En tout cas, pour qu'on visualise. Qui va jusqu'à 500 degrés Celsius. Oui. Non, mais c'était juste pour visualiser c'était quoi qu'on faisait avec la pierre. Là. Puis, une fois que c'est chauffé, ça remet à zéro, puis ça continue d'accumuler la radioactivité. Qui est dans son entourage. Dans son entourage. Donc, c'est à partir de ça qu'on peut faire la datation. Ça a certains avantages, certains désavantages. C'est-à-dire, oui, ça va nous aider, par exemple, à dater les foyers. Si on trouve un foyer, le foyer a été construit avec de la terre, il y a des cristaux à l'intérieur de la terre, donc ça va nous donner ça. Ça peut nous aider à dater de la céramique, parce que c'est fait avec le sol, et dans le sol, il y a des cristaux. Ça peut nous permettre de dater, là, je cherche mon mot, c'est niaiseux, de la lave. Il y a eu une éruption volcanique qui est par-dessus, donc ça peut nous aider à dater ça aussi. Donc, ça va nous donner la date de sa dernière chauffe, entre parenthèses. Donc, si tu as un site où est-ce qu'il y a eu un four qui a été utilisé pendant 100 ans, bien, ça va nous donner la date de sa dernière chauffe. Ça nous donne des informations, mais il faut toujours comprendre le contexte de la méthode qu'on utilise pour dater. Ça, je suppose que ce n'est pas des choses qu'on fait sur place. Je suppose que c'est des affaires qu'on fait en laboratoire. Exactement. Et une fois que tu as trouvé ton échantillon et que tu l'as envoyé au laboratoire, il faut que ça soit testé assez rapidement parce que ça continue à accumuler de la radioactivité. Et là, tu l'as sorti de sa zone. Ouais. Donc, sa radio, on s'entend que ce n'est pas quelques jours qui va faire la différence. Là. Et puis ça, c'est vraiment fait par des laboratoires, par des spécialistes. Moi, je ne peux pas faire ça chez nous. Et c'est vraiment... ça sert, je l'ai retrouvé, poterie, ce que je cherchais tantôt, les sculptures en terre cuite, les fours, les bronzes, les noyaux, quand ils coulaient, par exemple à la période de fer, quand ils faisaient des bronzes, justement quand ils coulaient, bien, ça peut nous servir à les noyaux qui sont rejetés, qui ne sont pas bons, qui ont des cristaux et tout ça. On peut dater ça. Les pierres de foyer, comme je disais tantôt, les outils et les éclats de silex chauffés. Parce que souvent... C'est quoi ça? Du silex, c'est un type de pierre que tu peux tailler pour faire des outils. OK. C'est vraiment très, très... Puis généralement, les restes, pas tout le temps, là, mais
étaient pitchés dans le feu. Comme je dis, les foyers, là, c'était vraiment l'endroit où est-ce que tous les restes étaient pitchés. Donc là, ils sont chauffés. Et des fois, tu peux le chauffer pour aider la taille aussi, certains types de pierres. Donc là, tu peux retrouver l'année où est-ce que ça a été chauffé. Pour ça, c'est très, 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 très intéressant. Ça couvre le champ d'application, c'est environ de 100 ans à 800 ans avant aujourd'hui. 800 000 ans avant aujourd'hui. OK. Parce que plus près que 100 ans, ben, c'est trop près comme de nous. On ne peut pas vraiment dater, puis c'est plus difficile. Puis plus vieux que 800 000 ans, ben là, ça s'en vient la quantité d'énergie d'accumuler, puis tout ça, ça peut être plus complexe aussi à trouver. Puis oui, 800 000 ans avant aujourd'hui, généralement, on se rare qu'on... On n'était pas là, je pense. Pas beaucoup. Je ne sais plus l'année exacte, mais je ne suis même pas sûre qu'il faisait chauffer là, à cette époque-là. Donc, mais ça, au calcul, mettons, parce que, OK, on est 2000 ans après Jésus-Christ, oui. Entre guillemets. Avant Jésus-Christ, l'être humain a existé pendant... Je connais, c'est pas ma spécialité, mais on parle... 800 000 ans, moi, je dis que l'être humain n'était pas là. Je me trompe? Mais non, mais on peut trouver on peut dater des éruptions volcaniques avec ça. C'est pas relié à l'humain, c'est relié à la géologie. Mais c'est comme quoi la méthode de datation ne sert pas juste à nous. C'est ça que je veux dire. Là. Oui, elle sert beaucoup à d'autres. Et autre méthode de datation, bon, que tout le monde entend parler toujours, la datation carbone 14. Non, tu vois, moi, non, je n'ai pas entendu parler de ça. Je dirais, en tout cas, nous, dans le domaine, c'est ce qu'on entend le plus. Okay. C'est un petit peu plus complexe. Je dirais, je ne suis pas beaucoup spécialiste, mais je vais en parler quand même. C'est fondé sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14. Qu'est-ce que le carbone 14? Exactement. Toute matière organique, plantes, bois, même humain, là, mais on ne date pas les humains avec ça, là, mais quand on respire, on accumule du carbone. Okay. Donc, le carbone 14, qui est un type de carbone. Et ça la durée de vie de la cellule de carbone est connue. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu arrêtes de respirer, donc tu arrêtes d'accumuler de carbone 14. Ils sont capables de mesurer, c'est des demi-vies. Mettons, le nombre d'années exact, là, je l'ai cherché, je pense que c'est 5000, 5700 ans, il atteint sa demi-vie. Donc, ça a une proportion précise de carbone, 14. Les spécialistes sont capables de mesurer cette proportion-là, et cette proportion-là, il y a une charte, correspond à tant d'années. Parce que c'est toujours par demi-vie. Mais là, à ce moment-là, tu me dis, on en respire. Là, eux autres, quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont trouvé... tu trouves du charbon de bois. OK, d'accord, mais c'est pas dans une personne qui trouve ça. Ils trouvent ça dans ce qui est dans notre entourage. Oui, tout à fait. Généralement, c'est du charbon qu'on va dater. Parce que quand il est brûlé, il a arrêté de respirer, il est mort. C'est encore la pierre, puis comme l'arbre aussi, je suppose. Oui. C'est ça, le charbon de bois issu de l'arbre vient de là, ou n'importe quel reste végétal qui est brûlé. OK. C'est parce qu'on trouve plus souvent ça. C'est rare qu'on va trouver une branche comme ça. Là. Non, c'est ça. Pour qu'elle soit conservée, souvent, c'est parce que c'est du charbon. Et on va dater à partir de ça. Sauf qu'il faut faire attention. Tu peux contaminer. Si tu prends ton carbone 14, si tu prends ton charbon de bois avec du sol récent, tu mets tout ça ensemble dans le petit sac que tu envoies au laboratoire, tu viens de contaminer complètement ton échantillon. Okay. Juste en mettant du sol dedans, qui a une proportion de carbone 14 aussi, puis là, tu viens de fucker complètement. Tu y touches avec tes doigts. Tu viens de contaminer. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez dur à avoir. Ça coûte cher. C'est pas utilisé si souvent que ça, mais ça nous donne vraiment des données précises à l'année près. Le calcul exact, là, il y a une belle formule et puis tout, moi, ça me dit absolument rien, mais c'est vraiment une question qui peuvent mesurer la quantité de carbone 14. Donc, on va savoir, ça fait combien d'années qu'il a arrêté de respirer. Okay. Encore une fois, ça ne nous donne pas l'année exactement de l'artefact, mais l'année de ce qui a été, de la dernière fois où est-ce qu'il a respiré. Ça, je dirais, c'est les méthodes de datation les plus connues, les plus utilisées. Il y en existe plein d'autres là aussi, d'autres sortes de physico-chimiques, tout ça. Maintenant qu'on a fini de parler des différents types de datation, je pense que tu voulais aussi nous parler des différents types d'archéologie qui existent. Oui,
OK. Exactement, avec les informations que ça peut nous donner. Parce que c'est pas juste le petit fouilleur là, qui permet de trouver l'information. C'est différents types d'analyses sur tout ce qui peut être trouvé. C'est vraiment intéressant parce que c'est fou l'information qu'on peut trouver. Je peux te poser une question? Vas-y. Sur mettons une équipe d'archéologues, Oui. on parle de combien de personnes qui peuvent être touchées par une fouille? Parce qu'on ne parle pas juste d'archéologue, le fouilleur, on parle l'archéologue, probablement le scientifique qui travaille dans le lab, il y a probablement ceux qui doivent probablement travailler dans les livres, parce qu'il y en a qui ne se rendent pas sur le plateau, mais « Hey, j'ai besoin de telle information », puis eux autres checkent dans les... Généralement, au Québec. Là, je vais parler au Québec OK. parce que je connais un petit peu plus ça. Des fois, les équipes, c'est peut-être différent en Europe et puis tout ça, mais au Québec, généralement, l'archéologue en chef, c'est lui qui va faire la recherche dans les livres. OK. Et c'est lui qui va faire l'analyse par la suite. Là, tu as les techniciens de fouille. Donc, on va y aller dans l'ordre. Tu as l'archéologue en chef. Tu as les assistants qui sont comme les chargés d'équipe, si je peux dire, qui s'assurent que les fouilleurs sont corrects, qu'on ne passe pas à côté d'informations. C'est les assistants réalisateurs. Exactement. Parce que quand tu es dans ton trou et que tu fouilles, des fois, juste quelqu'un à côté qui a une vue extérieure de ce que tu trouves peut t'aider à aller chercher de l'information. Oui. Et les techniciens de fouille, ceux qui fouillent. Mais ça, c'est l'équipe de base, comme je dirais. Quand on a plus de sous et qu'on peut avoir des spécialistes, ben c'est bien plaisant. Parce qu'on peut aller chercher l'information dans les os qui sont trouvés, dans les graines, les pollens, les petits morceaux de poisson, dans toute l'étude du sol, comment que le sol est décomposé. C'est toutes différentes spécialités qui peuvent être ajoutées. Des fois, c'est des visites ponctuelles, par contre, donc ça ne coûte pas très cher, puis ça permet de mieux comprendre l'ensemble. Mais tu as certains types de chercheurs que c'est mieux s'ils sont là tout le long. Je vais vous donner un exemple. Avec l'archéobotanique. L'archéobotanique, c'est les spécialistes qui vont toucher à tout ce qui reste de plantes. Ça le dit botanique. Donc, sur le site Cartier-Roberval, on avait des spécialistes pour les graines. C'est-à-dire que tout le sol qu'on trouvait était, oui, passé au tamis, mais pas juste ça, était aussi passé à l'élutriation. L'élutriation, ce que c'est comme un gros bassin d'eau. Donc, les restes de graines, les restes de petites bébites, parce qu'on peut trouver aussi, il peut y avoir des archéo-entomologues, les insectes, les restes de pollen, tout ça va flotter. Okay, moi, je regarderais ça, je ne verrais pas grand-chose. À la longue, oui, peut-être, là, mais ça prend vraiment, eux, avec ce qui flotte sur le dessus, ils sont capables d'aller chercher des graines, les restes de graines, les restes de pollen, les micro-parties d'os et autres choses. Et à partir de ça, ils peuvent nous donner des informations. Par exemple, avec les restes de graines, bon, évidemment, ça va nous dire s'il y avait du blé, s'il y avait des olives, s'il y avait de l'orge, peu importe tout ce qui reste des graines, des pépins de pommes. Et ça, avec le temps, ça peut se sédimentariser. Donc, l'intérieur n'est plus là, c'est la couche extérieure qu'on va retrouver. Ça va flotter. Donc, ça nous donne des informations sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, sur l'état... ça peut nous donner des informations sur l'état de salubrité du site. Si les graines sont toutes moisies, toutes pas belles, et tu croises ça aussi avec l'archéo-entomologue. L'archéo-entomologue, c'est, comme je disais, les petites bibites. Mm-hmm. On retrouve des petits bouts d'insectes, et ça, c'est fou l'information que ça peut donner. Parce que, exemple, tu ne retrouves pas un type de graine X, mais tu retrouves les bébites qui étaient toujours à l'intérieur, mais ça veut dire qu'il y en avait. Donc, tu as de l'information sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils entreposaient, mais aussi sur l'état de santé des gens. Parce que tu as certaines, même des restes de parasites peuvent être trouvés. Mais c'est ça que tu parlais dans l'émission précédente où on a parlé d'archéologie, qu'à un moment donné, tu disais, oui, il disait qu'il était fort dans ce phare-là, mais que finalement, tu te rendais compte qu'il était malade puis qu'il n'avait pas une santé vraiment très riche parce que justement, il y avait des signes de bestioles dans le secteur qui voulaient dire qu'il y avait des virus ou des maladies ou des choses comme ça. Exactement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'étude, bon, exemple, juste là, pour vous dire, l'étude des graines, c'est la carpologie. L'étude des pollens, c'est la palynologie. Ça aussi, c'est important parce que c'est intéressant. Ça nous permet de refaire une idée de toute la flore qu'il y avait à l'époque avec le pollen qu'il pouvait avoir. Parce que des fois, les graines ne sont pas conservées, mais tu as le pollen qui peut se conserver. Donc, tu peux associer. Puis, le type de graines avec le type de pollen, avec les petites bébites aussi, des fois, ça peut nous donner des idées sur... Oui, il y avait du blé.
quel type de blé, il était rendu à quel niveau de parce que les plantes évoluent dans le temps, donc quel niveau d'évolution? Est-ce que c'était des types sauvages ou c'était des types cultivés? Parce que ça aussi, du blé, on en retrouve du sauvage. Mais quand il est cultivé, il y a des mutations. Et puis ça peut être retrouvé au niveau de ces restes-là. Donc ça, c'est le fun à voir. Est-ce qu'ils ont tenté de venir cultiver, exemple ici? Puis ça vaut aussi comment je pourrais dire, le type d'évolution de la civilisation qui était au moment où vous avez trouvé les... Tout à fait. Oui. Tu as l'étude de l'anthracologie qui rentre dans ça, qui est, bon, comme je parlais, charbon. Parfait. Et l'étude des phytolithes, qu'est-ce que c'est? Ça, j'aime bien ça, ce nom-là. C'est les cristaux de minéraux, des morceaux de plantes qui vont se cristalliser. Ça peut être retrouvé dans les excréments. Donc, l'étude, oui, on va retrouver des petits cacas et on va les étudier. Ça, c'est des animaux qui mangent des plantes. Les humains, les latrines aussi. Donc, peuvent être étudiés à partir de ça. Le tartre des dents, il peut avoir des restes alimentaires et autres choses. Et bon, tu as l'étude du bois aussi, la xylologie. Ça, c'est moins ma tarte je connais moins ça un petit peu. Ça, c'est juste au niveau de l'archéobotanique. Si on sort de ça, tu as l'archéométrie. J'en ai parlé tantôt en parlant de datation. En fait, tout ce qui est méthode physique ou chimique de datation ou d'interprétation, c'est l'archéométrie. Parce que tu peux aller chercher de l'information, tu trouves un type de roche avec une analyse physique. Tu peux savoir sa source, elle est située où. Donc, tout ça, c'est l'archéométrie. Ensuite, l'archéozoologie. Zoologie. Qui est l'étude des parasites. L'archéoentomologie, ce que je disais tantôt, ça rentre à l'intérieur de ça. L'étude des mollusques, important aussi parce que c'est dans le Nord, on retrouve des piles de mollusques, pas juste dans le Nord, mais sur les berges aussi des océans. Ça nous permet d'étudier ça. Et l'archéoïctologie, j'ai toujours aimé ça, ce mot-là. Ça fait beaucoup de mots que t'aimes, là. Oui, l'étude des restes osseux des poissons. Okay. Parce que ça aussi, c'est... comme il y a beaucoup de pêche, ça peut nous donner un paquet d'informations. Surtout, c'était pas... à l'époque préhistorique, oui, tout à fait. Et un dernier type d'archéologie, la géoarchéologie. Ça, c'est tout ce qui touche au sol. J'allais dire, c'est l'étude de l'archéologie par l'archéologie. Donc, dans la géoarchéologie, il rentre la stratigraphie, ce que j'ai parlé tantôt, l'étude de la succession des dépôts, finalement. Tu as la géomorphologie, la forme du relief. Tantôt, quand je disais, tu te promènes, tu vois la forme du relief, ça peut te donner des indices, c'est ça. La sédimentologie, la caractérisation des dépôts sédimentaires, c'est vraiment des gens spécialistes qui viennent étudier ça. La pédologie, la formation des sols, c'est comme ce que j'expliquais tantôt, comment que ça se forme. La micromorphologie, l'étude des sédiments au microscope polarisant. Donc, tu fais un échantillon de sol, avec le microscope, tu vas chercher le maximum d'informations que tu peux avoir. Ça, c'est vraiment des spécialistes, c'est très pointu. Ça, c'est en laboratoire, ça doit être sûr et certain. Oui, exactement. Et la géochronologie. Bon, l'étude du temps dans les séquences sédimentaires. Moi, je connais un petit peu moins. Mais quand on parle de ça, est-ce qu'on parle de niveau de sol? Ou... oui, mais pas juste au niveau archéologique. Ça peut être au niveau géologique. OK. Tu as vraiment les différents dépôts sédimentaires. Comment que ça peut prendre de temps pour que les nutriments passent de un à l'autre? Parce que dans le sol, tu as l'illutriation naturelle, tu as un paquet de phénomènes et l'archéologie vient s'insérer un petit peu dans ça. Parce que là, c'est des dépôts sédimentaires non naturels, induits par l'homme, pour étudier tout ce phénomène-là. Puis ça, c'est vraiment un survol de toutes les informations qu'on peut trouver. Puis au travers de ça, tu as différents types d'analyses, tu as un paquet de choses. Et puis, quand plusieurs domaines comme ça travaillent ensemble, c'est là qu'on peut aller chercher le maximum d'informations. C'est plus juste le petit chercheur de trésors qui trouve son petit chose puis qui analyse ses données. Plus qu'on a de gens spécialistes, plus qu'on peut aller chercher d'informations. Et c'est là que tout se complète puis qu'on comprend vraiment mieux qu'est-ce qui se passe. Fait que ça fait une méchante équipe. Tout à fait. Il peut y avoir beaucoup de monde. Hey, je finis avec une question. Oui, vas-y. Tu sais que j'ai cette tendance à faire des questions traîtres. Oui! Alors, j'en ai une autre. Est-ce que les archéologues du futur vont avoir plus de difficultés que les archéologues du présent, étant donné que l'être humain a cette tendance à créer de plus en plus de produits ou enfin, j'essaie de trouver le terme exact, mais enfin, qui vont faire en sorte qu'on a un contaminant
sur le sol ou autre? Parce que, tu sais, on construit maintenant tellement de produits en plastique, en ci, en ça, ce qu'il n'y avait pas. Bien, il existe l'archéologie des dépotoirs. OK. Généralement, l'archéologie touche ce qui est plus vieux que 1950. On a comme donné une date approximative. Donc oui, ils vont faire des fouilles dans des dépotoirs. Mais il faut dire, nous, on fait la même chose au niveau préhistorique. C'est juste que l'échelle est beaucoup plus grande. Puis à l'époque aussi, ils contaminaient, veut pas, en allant sur place, leur contamination, c'est ça qu'on recherche. Mais elle était donc, plus c'est un peu la même naturelle. chose. Là, aujourd'hui, on est beaucoup plus artificiel dans le sens que tu as les différents types de plastique, de caoutchouc, de ci, de ça. Des choses qui n'existaient pas à cette époque-là, mais que tranquillement, pas vite, on met ça dans des endroits, puis là, soudainement, ça fait partie de la Terre maintenant. Oui. Est-ce que ça va pas compliquer un petit peu le travail? C'est juste le type d'analyse. Okay. Oui et non, parce que c'est le type d'analyse. Comme il va s'adapter. C'est ça va s'adapter. Ils vont savoir que ça contamine et à partir de là, ils vont être capables de dater, d'analyser leurs choses. Mais c'est vraiment une science qui va évoluer. Ce qui est le fun avec aujourd'hui, c'est que là, les chercheurs se parlent. Donc, plus qu'on va avancer dans le temps, plus que les méthodes vont être affinées, puis beaucoup plus qu'ils vont savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est drôle à dire, là, mais... Puis ils vont sûrement rire de nous autres. Ils vont dire hey, « Mon Dieu, dans ce temps-là, ils fouillaient puis ils détruisaient tout. Aujourd'hui, avec telle technique, on n'a plus besoin. » On a hâte que ça arrive, parce qu'en même temps, plus qu'on fouille, plus qu'on détruit notre propre source de travail. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est important de tout noter, parce que plus qu'on note, si on détruit, nous, peut-être que c'est un détail qui accrochera pas, mais dans 20, 30, 40 ans, ils vont dire c'était important ce détail-là, Oui. puis ils peuvent réanalyser puis ramener d'autres informations importantes. Andréane, je vais finir avec cette note. Je sens que je suis un objet bientôt qui va devoir être étudié par vous, archéologues, parce que j'ai encore chez moi des cassettes 4 pistes audio et j'ai découvert cette semaine que c'était quelque chose que les gens, quand tu leur dis ça, ils te regardent puis ils se disent c'est quoi du 4 pistes? Et là, tu leur dis c'est ce qui est venu après les 8 pistes, puis là, je les ai complètement perdus. Alors, je deviens une source pour les recherches archéologiques, c'est sûr et certain. Hey, Andréane, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis on se dit à une autre prochaine chronique sur l'archéologie. Oui, parfait. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.